Dans un monde façonné d'écrans, d'armes et de béton, sur une planète de plus en plus meurtrie, la peur s'infiltre dans les interstices de nos vies. Silencieuse, omniprésente, comme une ombre qui s'étend jusqu'à cacher notre lumière. Pourtant, au cœur même de cette obscurité subsiste une lueur, petite mais tenace. Et tant qu'elle brille, il est possible de ne pas sombrer. Bienvenue dans le fil d'argent, le podcast qui dévoile les tissages de nos univers. Moi, c'est Anne, ancienne des temps modernes, et aujourd'hui, nous allons démêler un fil bien empêtré, celui de la peur. Comment elle s'immisce dans nos corps, dans nos habitudes, et surtout, comment l'apprivoiser et vivre avec elle sans lui laisser les commandes de nos vies. Comme d'habitude, je vous invite à vous installer confortablement dans ma cour arrière, d'ouvrir votre cœur et accordons-nous ce moment pour ralentir, écouter et peut-être, entre les lignes, comprendre un peu mieux ce qui nous traverse. Ce sujet est si délicat qu'il prendrait plusieurs cercles de parole pour en discuter. Nous allons quand même tenter d'en faire le tour dans cette petite capsule. Pour comprendre cette peur qui nous habite, revenons à ses origines, là où elle a d'abord pris racine. La peur, c'est une vieille compagne, ancienne, primordiale. Elle était là bien avant les villes, les écrans, les nouvelles à la télé, les contrats d'assurance. Elle est inscrite dans notre ADN, dans la mémoire de notre espèce. Notre cerveau l'a apprise à l'époque des prédateurs et des grottes, quand survivre signifiait fuir ou se battre. À l'époque, elle avait son utilité, elle était vitale. Il y avait un tigre, on courait. Un ennemi, on frappait. Un bruit suspect dans la nuit, on se figeait. On retenait son souffle aux aguets. Mais aujourd'hui, le tigre a été remplacé par une facture, par une alerte info, par une réunion Zoom, par un message qui ne vient pas, par un futur flou. Et notre corps, lui, ne sait pas faire la différence. Prenons cette personne qui chaque matin se réveille avec la boule au ventre avant d'ouvrir sa boîte mail. Ce n'est pas parce qu'elle fait un mauvais travail, c'est juste l'angoisse de mal faire, de décevoir, de perdre son poste, de ne pas être à la hauteur. Ce n'est plus un prédateur dans la savane, mais c'est bien le même système nerveux qui s'active. La peur s'est adaptée. Elle s'est installée dans notre monde moderne comme une condition sine qua non. Comme si sans elle, nos sociétés s'effondreraient. Elle se fait discrète et chuchote sans relâche. Elle prend la forme d'une tension sourde dans la nuque, d'un souffle court même quand tout va bien. Remarquez comme vous respirez tout au long de la journée. Elle prend la forme d'un besoin de tout contrôler, de tout prévoir, parce qu'on ne peut pas être pris de court. Pas encore, pas cette fois. Regardons autour de nous. Nous vivons dans une drôle d'air où chaque nouvelle secousse, guerre, pandémie, incendie, inflation, perte de sens, crise de genre, ravive cette peur profonde que tout pourrait s'écrouler, que rien n'est sûr, que le sol peut se dérober sous nos pieds. Alors on se protège, on sursaute, on se méfie. La peur est devenue système. Elle est dans les discours politiques qui nous promettent l'ordre en échange de notre liberté. Elle est dans la publicité qui nous vend la jeunesse éternelle, le confort, la sécurité, en nous rappelant subtilement ce qu'on pourrait bien perdre. Elle est dans les algorithmes qui amplifient les pires nouvelles parce que la peur retient l'attention. Elle est rentable, elle vend et surtout, elle soumet. Et dans nos vies privées, la peur se fait plus intime. Elle se glisse dans le berceau de nos enfants,
Et s'il tombait malade? Et si je n'étais pas un parent assez bon? Elle s'invite dans nos relations. Et s'il me quittait? Et si j'étais trop, pas assez différent? Elle s'assoit à notre table le soir quand on regarde nos comptes. Est-ce que j'aurai assez demain et après-demain et pour mes vieux jours? On a peur de perdre, peur de manquer, peur de ne pas être à la hauteur, peur d'échouer, peur de réussir parfois, peur de s'exposer, peur de rester invisible. Et ce qu'il y a de plus étrange, c'est que la peur devient familière. On s'y habitue. On organise notre vie autour d'elle. On choisit notre carrière, notre maison, notre façon d'aimer, non pas par élan, mais par prudence, par crainte, par sécurité. Et parfois, sans même nous en rendre compte, la peur prend les commandes de nos vies. Mais alors, que faire? La chasser? L'étouffer? L'ignorer peut-être? Non. La peur est un signal. Elle tire la sonnette d'alarme. On en a besoin pour ce qu'elle est à l'origine, une protection de notre corps physique, pour qu'il ne soit pas endommagé. Car il n'y a en réalité que lui qui peut être endommagé et périr. La peur ne devient un problème que lorsqu'elle remplace notre boussole intérieure, quand elle prend le volant et que nous passons en mode passager. Et nous avons des moyens à notre disposition pour éviter cela et pour reprendre les rênes de notre existence. Voici selon moi quelques clés pour reprendre le contrôle en douceur mais avec fermeté. Les 3 premières étapes que je vous propose se passent sur le plan personnel, intime. Alors la première étape, c'est simplement de la reconnaître. Reconnaître la peur, la comprendre, la situer. Pour cela, il faut s'arrêter et écouter ce qui se joue à l'intérieur, nommer cette peur. Est-ce une menace réelle ou un scénario dans notre tête? De quoi essaie-t-elle de nous protéger? Il suffit parfois de lui poser la question, de la regarder en face, et déjà, elle change. La seconde étape serait de l'apaiser, d'arrêter de l'alimenter. Donc, une fois nommée, la peur peut être calmée. Souvent, ce n'est pas un danger immédiat. Ce n'est pas un tigre, un lion, on n'est pas dans la savane. On n'est pas en période de guerre ici, tout du moins. Alors, on respire, on revient ici, maintenant. On pose une main sur le ventre, on parle doucement à notre système nerveux. Ce n'est pas un tigre. Tu peux te détendre. On peut écrire, marcher, parler à quelqu'un, créer de l'espace entre nous et ceux qui nous oppressent. Ce petit espace suffit parfois à remettre les choses à leur juste place. L'apaiser, c'est bien, mais arrêter de l'alimenter, c'est tout aussi important. Alors, on peut réduire le bruit autour de nous. Moins de notifications, moins d'infos en boucle, moins d'images qui nourrissent l'angoisse et moins de discussions ou de relations toxiques, moins d'écran. Bref, toutes ces petites choses de notre quotidien qui rajoutent à ce stress. La troisième étape serait de poser nos actions et de nourrir autre chose. Alors là, on reprend le volant, on redevient acteur, on choisit notre réponse. On peut se demander qu'est-ce que je peux faire là, maintenant, à mon échelle. Un geste, une action, une décision, pas pour contrôler l'avenir, mais pour prendre soin du présent, pour habiter pleinement sa vie au lieu de la subir. Et en faisant ça, on peut choisir ce que l'on cultive. Oui, car ce qu'on nourrit grandit. On peut donc nourrir la confiance, la gratitude, le lien, le sens, le courage. Le courage, c'est une chose très importante. Revenir à ce qui est essentiel, une relation vraie, un moment de calme, un projet qui a du cœur, des choix alignés avec nos valeurs et non avec nos peurs. Voyez-vous, lorsqu'on sait ce qui compte vraiment, le reste fait un peu moins de bruit et la peur doucement peut perdre de son emprise. On ne vivra peut-être jamais sans peur, mais on peut vivre sans lui obéir
et parfois cela suffit à changer toute une trajectoire de vie. Cependant, pour tous ceux qui souhaitent aller plus loin, plus en profondeur, pour éloigner la peur de façon plus pérenne, rappelons-nous que la seule façon d'y arriver est d'être à la fois à l'écoute de notre corps et de notre conscience. C'est un double mouvement, descendre, matière, ressentir. Monter, subtil, écouter. Rappelez-vous de l'exemple de l'arbre que je vous avais donné dans l'épisode du juste milieu. Nous sommes comme cet arbre, nous avons autant besoin de vivre dans notre corps physique que dans notre corps spirituel. Et c'est cet équilibre qui nous sauve de toutes les difficultés, comme la peur dont nous parlons en ce moment. Alors, apprenons à observer ce corps, ses tensions, ses réactions. Un nœud dans le ventre, une tension dans la gorge, un front contracté, tout ça dit quelque chose, tout ça est un langage. Et tout ça nous donne des indices sur nos peurs, sur leurs déclencheurs. Et surtout, apprenons à respirer, vraiment, longuement, consciemment. Cela peut peut-être sembler banal, voire anodin, mais vous seriez surpris de constater combien nos respirations au fil de la journée sont brèves, superficielles, courtes. Les conséquences sont imperceptibles mais vraiment réelles. Notre cerveau est moins oxygéné, notre corps perd sa vitalité, notre énergie s'effiloche et c'est notre regard sur le monde entier qui s'assombrit. Ce simple geste vital et pourtant oublié peut transformer nos états intérieurs, non seulement oxygéner notre cerveau, mais aussi redonner de l'élan à notre cœur, créer de l'espace entre nous et la peur. Et puis au-delà du corps, il y a cette part en nous, inaltérable, stable, sage. Appelez-la comme vous le voulez. L'âme, la présence, la conscience, le moi profond, le moi supérieur, ça n'a pas d'importance. C'est un engagement de tous les jours que d'être à son écoute, de ressentir ce qu'elle attend de nous, d'entendre sa voix nous murmurer. C'est elle qui peut réellement nous guider, même dans la plus grande obscurité. C'est elle qui nous rappelle que nous sommes plus grands que nos peurs, que notre vie a un sens et que ce que nous vivons ici n'est qu'un passage. Elle sait qui nous sommes réellement, pas nos rôles, nos titres ou nos blessures, mais notre essence. Et quand nous reconnectons à notre conscience, notre âme, l'emprise de la peur s'étiole. Pas toujours en un claquement de doigts, je ne dis pas ça, mais chaque jour, un peu plus. Alors, respirons, ouvrons notre cœur et reprenons notre lien à notre conscience pour ne plus jamais avoir peur. Nous avons vu comment faire face à la peur sur le plan intime, intérieur et personnel. Mais nous ne sommes pas que des individus. Nous sommes liés les uns aux autres. Et parfois, pour guérir la peur, il faut aussi se retrouver avec les autres. Parce qu'en effet, si la peur nous affecte autant, c'est aussi parce que nous nous sentons tout seuls, coupés du monde. Je m'explique. Nous avons des villes, mais nous n'avons plus de communauté. Nous marchons les uns à côté des autres sans nous voir vraiment, réellement. Chacun vit enfermé dans sa petite bulle, connecté au monde entier, mais coupé de son voisin, de ses émotions, de son humanité. Peut-être qu'il est temps de réapprendre à vivre ensemble, pas seulement côte à côte, mais dans un espace où chacun compte. Des communautés où l'on partage plus que des murs, où l'on partage des valeurs, des buts et des rôles, où les grands-parents transmettent leur sagesse, les tantes veillent sur les enfants comme s'ils étaient tous les leurs, et ceux qui ont des mains habiles réparent ce qui se casse sans rien attendre en retour, où chacun est utile, pas par performance, mais par présence, par responsabilité, où l'on se demande entre nous de quoi as-tu besoin et pas seulement qu'est-ce que tu fais dans ta vie. Je parle d'une vraie communauté, pas d'une idée utopique, ni d'une action politisée, une communauté à dimension humaine, où chacun se connaît,
où chacun s'intéresse à l'autre. Cela prend du cœur, du courage. C'est un tissage, fait de gestes simples, de rôles assumés et de l'envie profonde de se soutenir mutuellement. Et lorsqu'on n'est plus seul, eh bien, on a beaucoup moins peur. Ensuite, parlons un peu de nos racines. Un proverbe africain dit: si tu ne sais pas où tu vas, regarde d'où tu viens. Le problème, c'est que on ne sait plus d'où l'on vient, alors on ne sait pas très bien où aller, et la peur s'installe. Nous avons des familles, mais nous en avons exclu nos ancêtres. Le fil s'est rompu entre les générations, entre la mémoire et le présent. Nous avons confondu progrès avec rupture, oubliant que nos racines sont une force. Non, pas une force, excusez-moi, mais la force qui nous permet d'atteindre le ciel. Les anciens ne sont plus des guides, mais des silhouettes que l'on cache aux oubliettes de notre inconscient ou dans des maisons de retraite. Combien d'entre nous ont oublié jusqu'au prénom de leur grand-mère ou arrière-grand-père? Mais il est encore temps de retisser le fil, de se retourner vers ceux qui ont marché avant nous. Non pas pour rester dans le passé, mais pour y puiser de la force. Nos anciens ne sont pas là pour nous freiner, ils sont là pour nous rappeler ce qui dure, ce qui compte vraiment quand tout vacille. Il ne s'agit pas de vénérer des traditions, mais de les écouter, de les questionner et d'en retransmettre les leçons. Elles ont des choses à nous apprendre. Il ne s'agit pas de revenir en arrière, mais de marcher avec ceux qui nous précèdent, même s'ils avancent plus lentement. Une histoire racontée par une grand-mère vaut tous les livres de développement personnel. Parfois, un silence partagé avec un aïeul en dit beaucoup plus long qu'un long discours. C'est en remettant les anciens au cœur du cercle que l'on répare quelque chose de beaucoup plus profond que soi, quelque chose de collectif, quelque chose d'humain. Et ainsi, on peut fermer la porte à la peur. Après nos communautés et nos ancêtres, parlons de quelque chose de tout aussi important et qui en découle. Nous avons des valeurs, mais personne avec qui les partager. Elles restent dans nos carnets, nos pensées ou nos silences. On n'ose plus les dire à haute voix, de peur de ne pas être compris. Nos élans les plus sincères s'éteignent faute d'écho. La vérité a laissé place à la prudence et l'amour à la neutralité. Et si on osait à nouveau dire ce qui compte vraiment pour nous? Pas pour convaincre, mais pour relier. Pas pour avoir raison, mais pour être vrai. Nous avons besoin de lieux où l'on peut dire voilà ce que je crois, sans être ridiculisé, corrigé, analysé. Des espaces où la parole circule sans se heurter, où les silences ont leur place. On pourrait créer des cercles de parole, des repas à thème, ou juste des moments autour d'un thé où chacun partage ce qu'il porte au fond de lui. Ses valeurs, ses doutes, ses visions, ses colères, ses prières, ses espoirs. Parce que les valeurs ne vivent pas dans des carnets. Elles vivent dans les actes partagés, les actes de tous les jours, les conversations profondes entre deux rires, les projets montés à plusieurs, même si ces projets sont petits. Quand nos valeurs trouvent un écho, elles deviennent une force. Et cette force devient courage. Et le courage est le remède à la peur. Alors levons-nous et vivons nos valeurs. Car dans le cas contraire, nous laissons la place aux valeurs inversées. Et nous en arrivons maintenant à ceci. Nous avons mis nos faux désirs plus haut que nos réels besoins. On court après des objets en oubliant la simplicité et la sérénité. On remplit nos vies de choses alors que c'est de liens qu'on meurt de faim. Lien avec nous-mêmes, lien avec l'autre, lien avec la nature dont nous faisons partie. Car oui, il y a cette rupture plus sourde, plus ancienne, dont on parle très peu.
la déconnexion d'avec la nature. Nous l'avons reléguée au rang de décor et de ressource. On a oublié que nous en faisons partie intégrante, que notre peau est faite de la même matière que l'écorce, que notre sang circule comme l'eau des rivières, que notre souffle dépend des arbres. Et quand on oublie cela, on perd nos repères les plus profonds. Et on s'étonne que la peur prenne toute la place. Mais comment pourrait-il en être autrement? Notre système nerveux a besoin de la nature pour se réguler, de silence, de cycle, de vivant. Alors peut-être que l'un des gestes les plus puissants pour retrouver un peu de sérénité, c'est aussi de retisser ce lien primordial. Quoi de mieux pour désapprendre la frénésie et redécouvrir la joie du suffisant, du simple, du juste? Quoi de mieux que de se relier avec la nature? Nos envies nous dispersent quand nos besoins voudraient nous rassembler. On a appris à vouloir, mais pas à ressentir. Mais on peut réapprendre à sentir ce qui nous fait vraiment du bien et pas seulement ce qui brille ou ce qui se vend. Ralentissons, arrêtons-nous même un instant. Posons-nous des questions. Suis-je vraiment à ma place? Ou qu'est-ce qui me rend heureux, heureuse? Peut-être qu'on va se rendre compte que parfois ce n'est pas une chose, c'est juste un silence ou un contact, ou le fait de se retrouver un petit peu seul ou en compagnie, une parole vraie, un moment sans attente. Nos vrais besoins ne crient pas, ils murmurent. Et si l'on tend l'oreille, ils nous ramènent à l'essentiel. Et alors, encore une fois, on peut s'éloigner de la peur. Bref, la peur, c'est une compagne ancienne, oui, elle est inscrite en nous pour la survie de nos corps. Mais aujourd'hui, elle se nourrit de nos inquiétudes, de nos habitudes, de nos ruptures intérieures. Pour ne plus la laisser diriger nos vies, il faut juste la reconnaître, savoir l'apaiser, savoir arrêter de l'alimenter, parce que nous y sommes aussi pour quelque chose. Il faut aussi poser des actions qui peuvent nourrir notre confiance ou notre gratitude. Et puis, nous devons réapprendre à rassembler, à unifier, plutôt que de dissoudre et de séparer. Nous pouvons nous relier à nous, aux autres, aux vivants, à la nature qui nous entoure. Tout ça peut raviver la joie et tout ça peut ramener la sérénité, la confiance en soi, la gratitude, le courage et éloigner la peur. Retrouvons notre équilibre entre écoute de soi et engagement dans le monde. Et comme ça, la peur va perdre petit à petit son pouvoir. Et nous allons pouvoir alors vivre plus librement, plus pleinement. Nous voilà arrivés à la fin de cet épisode. Avant de nous quitter, je vous propose notre petit jeu du jour. Alors voilà, pendant 24 heures, coupez ce qui alimente inutilement votre peur. Aucune alerte info, pas de nouvelles à la télé, pas de notifications sur vos téléphones, pas de film anxiogène, pas de scroll automatique, aucune conversation toxique, aucun calcul de facture, je ne sais pas. Imaginez tout ce qui peut vous stresser dans la journée et coupez-le pendant 24 heures. Juste pour 24 heures. Pour entendre autre chose que la peur. Votre petite voix intérieure. Qui sait? Peut-être que vous retrouverez alors le fil de votre courage. Pour notre prochain épisode, nous allons parler de ménopause. Je vous propose d'enfin comprendre la vraie raison d'être et l'importance de ce cycle de vie, je dirais magique. Alors si ce sujet vous intéresse, abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas le manquer. Merci d'avoir passé ces quelques instants en ma compagnie. Si cet épisode vous a apporté quelque chose, je vous invite à liker, commenter et à le partager. Jusqu'à notre prochaine rencontre, prenez bien soin de vous et, surtout, accordez-vous de la douceur
la douceur de ne pas tout contrôler. Et n'oubliez pas, votre fil tisse plus loin que vous ne le pensez.